L'animal dans La bête humaine de Zola. La bête humaine est-elle un oxymore? Poursuivons à présent notre réflexion sur cette deuxième partie qui est l'animal comme représentant cet autre en soi. Je vous rappelle juste donc le titre du grand 2, l'autre en soi, et la problématique, l'animal, n'est-ce pas malgré tout cet autre radical, malgré la proximité qui pourrait exister entre l'homme et la bête. Dans la première partie du grand 2, nous avions travaillé plutôt sur l'autre en soi, au cœur de la société humaine, au cœur de la civilisation et des rapports entre les hommes. À présent, nous pouvons nous focaliser sur une autre dimension de l'altérité, qui est l'autre au cœur de l'individu. Comment le motif de l'animal, ici, symbolise cette altérité fondamentale que l'on rencontre à l'intérieur même de nous-mêmes. Alors, avec un premier point sur une altérité qui dépossède. Si vous vous souvenez, Jacques incarne véritablement cette hantise du monstre en soi qui pourrait se manifester à tout moment et que Jacques ne maîtrise absolument pas. Comme ici dans cette citation, quand il est avec Flore, une fureur semblait le prendre, une férocité qui le faisait chercher des yeux autour de lui, une arme, une pierre, quelque chose enfin pour la tuer. Donc on a bien cette image, je rappelle des éléments que nous avions vus mais rapidement, que Jacques ici est dépossédé, ça n'est pas lui qui agit, c'est cette fureur qui le prend, cette férocité qui le fait agir véritablement, il est objet de cette violence intérieure, cette violence qui lui fait désirer tuer Flore. Quelques citations également pour évoquer cette image encore de cette altérité profondément angoissante qui tout d'un coup apparaît à l'intérieur même de l'individu et que Jacques ne peut faire que constater, impuissant. Comme ici, lorsqu'il décrit les attaques de son mal, c'était dans son être de subite perte d'équilibre comme des cassures, des trous, par lesquels son moi lui échappait, au milieu d'une sorte de grande fumée qui déformait tout. Donc on a bien cette idée d'une dissociation, d'une dislocation de l'individu et d'une angoisse finalement du vide au cœur même de soi-même qui apparaît et qu'évidemment, là encore, Jacques ne contrôle absolument pas. C'est ce qui est dit dans la citation suivante, il ne s'appartenait plus. Il obéissait à ses muscles, à la bête enragée, pourtant il ne buvait pas. Donc on a bien cette image que la bête illustre, symbolise cette image d'une sorte de puissance, de fureur, de férocité, le terme a été utilisé, le terme dans la citation précédente, pour incarner cette puissance destructrice totalement amorale qui apparaît, qui se fait jour chez Jacques et sur laquelle Jacques n'a aucune prise. Donc l'angoisse de cet autre en soi, que l'on découvre un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette angoisse d'une altérité profonde, totalement immaîtrisée, et qui détruit même des êtres chers, puisque a priori il était extrêmement lié à Flore et bien entendu plus tard à Séverine. Vous retrouvez ici des citations qui décrivent la relation de Jacques à Séverine, et si vous vous souvenez, lorsque son mal revient et qu'il souhaite la tuer, une clameur de foule dans son crâne l'empêchait d'entendre, tandis que des morsures de feu derrière les oreilles lui trouaient la tête, gagnait ses bras, ses jambes, le chassait de son propre corps. Vous voyez, donc il y a bien cette idée que finalement il n'est plus lui-même, il est dépossédé, sous le galop de l'autre, la bête envahissante. Donc, par les thèmes de galop et de bête, bien entendu, on retrouve ce terme de l'animal, et cette idée finalement que un autre s'empare de lui-même, un autre bestial, animal, extrêmement dangereux, et contre lequel Jacques ne peut rien. Ses mains n'allaient plus être à lui, dans l'ivresse trop forte de cette nudité de femme. Donc on retrouve bien entendu l'angoisse de cette dépossession ici. Un autre exemple qui me semble intéressant et que nous n'avions pas étudié auparavant est l'exemple de Roubaud, puisque Jacques n'est pas le seul à finalement éprouver peut-être ce mal héréditaire. Roubaud, lui également, on peut voir l'assujettissement à la bête lorsqu'il apprend, si vous vous souvenez, au début du roman, que Séverine a eu une relation
sexuelle avec Grand Morin. Et ce personnage qui nous est décrit au début comme aimant passionnément sa petite femme, comme étant ravi de la retrouver, comme étant charmé par la douceur et le caractère extrêmement mignon de Séverine, va finalement se transformer en un personnage extrêmement violent qui va la frapper et qui va laisser éclater la fureur de sa jalousie. La fureur de Roubaud ne se calmait point. Dès qu'elle semblait se dissiper un peu, elle revenait aussitôt comme l'ivresse, par grandes ondes redoublées qui l'emportaient dans leur vertige. Il ne se possédait plus, battait le vide, jeté à toutes les sautes du vent de violence dont il était flagellé, retombant à l'unique besoin d'apaiser la bête hurlante au fond de lui. Finalement, vous voyez, si l'on compare, cette citation est très proche des citations précédentes qui décrivent ce qui se passe, les symptômes de Jacques. On retrouve la même image de la dépossession, la même assimilation à une bête qui réclame son dû, finalement, à une bête exigeante, qui veut la violence, et à cette fureur qui prend possession du personnage et qui va avoir sa propre logique, finalement, dans une sorte d'euphorie, d'intensité exaltée des sensations. Autre exemple ici, évocation de la relation entre Roubaud et Séverine, lorsqu'il vient d'apprendre qu'elle l'a trahi. C'était un besoin physique, immédiat, comme une faim de vengeance qui lui tordait le corps et qui ne lui laisserait plus aucun repos tant qu'il ne l'aurait pas satisfaite. Donc on retrouve bien ici, vous voyez, cette idée que l'animal, la présence de l'animal en l'homme se caractérise par cette réduction de l'homme à des besoins, comme ici la faim, ou à des pulsions de mort, des pulsions de destruction, comme dans une présence physique qui évacue la morale et qui fait agir l'individu selon ses besoins immédiats. Si on lit attentivement le texte, le roman, on peut s'apercevoir que cette violence finalement n'est pas totalement née de nulle part et qu'elle semble prête à surgir, qu'il suffit finalement, comme je disais tout à l'heure, d'une simple situation, d'un stimulus extérieur, finalement placé au bon endroit au bon moment, qui va tout d'un coup faire éclater cette violence latente. On le retrouve ici chez Roubaud. En 3 ans, il ne lui avait pas donné une chiquenaude, et il la massacrait, aveugle, ivre, dans un emportement de brute, de l'homme aux grosses mains qui autrefois avait poussé des wagons. Donc vous voyez qu'on a cette idée que finalement, le revirement radical du personnage, qui était auparavant extrêmement doux avec sa femme, est radical et extrêmement destructeur, bien entendu, sans limite, et que ce revirement est extrêmement rapide, ce qui peut sembler, là encore, faire partie du caractère déstabilisant de cette identité humaine. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, sur un moment, sur un élément, sur quelques paroles finalement échangées, et sur un mensonge de Séverine vis-à-vis de la bague qu'elle a reçue de Grand Morin, ce fameux serpent, eh bien, tout d'un coup, le personnage de Roubaud se métamorphose-t-il ou au contraire se révèle-t-il véritablement? Dernière citation sur Roubaud qui me semble intéressante. Il l'aurait tué, elle le lisait nettement dans son regard, et cela haletant, les dents serrées, un acharnement sauvage et imbécile. Il lui aurait sorti le cœur de ses doigts gourds d'ancien ouvrier. Donc vous voyez qu'à travers tous ces exemples, Zola accentue la présence du meurtrier, finalement, de la figure du personnage dangereux, qui a une violence sourde intérieure et qui tout d'un coup, à travers ou à partir du mensonge de Séverine concernant la bague que Grand Morin lui a offerte, vous savez, cette fameuse bague en forme de serpent, va déchaîner une violence extrêmement radicale, sans limite, sans culpabilité de ce point de vue-là, et contre laquelle il ne saura absolument pas se réfréner. Alors on rejoint ici la réflexion peut-être de Zola aussi sur la figure du criminel. Si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé, sur cette réflexion sur la potentialité criminelle de l'individu, en quoi un criminel pourrait-il déjà s'identifier à travers certains symptômes
hein, puisque Roubaud sera le criminel de Grand-Morin, sera le meurtrier de Grand-Morin. Donc on a cette préfiguration de cette violence terrible du personnage ici, qu'on voit à l'œuvre, et qu'on nous racontera plus tard, bien entendu, dans le meurtre de Grand-Morin, qui ne nous sera pas véritablement montré directement, ou très très peu, hein, à travers le flash que Jacques aura lorsqu'il le verra à travers les fenêtres des wagons qui défilent dans la nuit, mais qu'on en aura un récit a posteriori par Séverine, bien entendu, mais ce sera différent. Là, on a véritablement le déchaînement de cette violence en puissance qui est à l'intérieur de ce personnage de Roubaud, que l'on peut évidemment ne pas soupçonner hein, quand on voit ce personnage-là, mais qui est effective. Cette violence première qu'ont certains individus, comme Jacques et Roubaud, comme on vient de le voir, est ramenée dans le roman, comme on l'a évoqué déjà un petit peu, à cette identité primitive. Cette idée finalement, comme dans la relation entre Jacques et Flore, il sentait le besoin perverti de la jeter morte sur son dos ainsi qu'une proie qu'on arrache aux autres à jamais, cette idée finalement d'une identité du mal qui retourne à ses besoins naturels. Ou dans la relation entre Jacques et Séverine, lorsqu'il est dit au mépris de son intérêt, il venait d'être emporté par l'hérédité de violence, par ce besoin de meurtre qui dans les forêts premières jetait la bête sur la bête. Donc cette idée finalement que par-delà la raison, par-delà même parfois l'intérêt propre, cette violence héréditaire est ici présente. Alors elle est beaucoup décrite sur Jacques, mais comme on l'a vu auparavant, on la trouve déjà chez Roubaud, cette idée finalement d'une primitivité originelle, violente de l'homme, que l'on va assimiler à l'animal. Vous voyez que le thème de la forêt est ici présent, on l'a déjà évoqué, hein, assimilé bien entendu au règne de la bête, qui est présente ici en l'homme, et qui, en tant qu'origine, serait en germe malgré l'évolution de l'être humain. Et enfin le meurtre. Le meurtre est le fait de tuer autrui. Ici n'est pas du tout assimilé à une perversion du raisonnement, véritablement, ou à une logique utilitaire, mais plutôt à une pulsion. Est-ce qu'on tue par raisonnement? On ne tue que sous l'impulsion du sang et des nerfs, un reste des anciennes luttes, la nécessité de vivre et la joie d'être fort. Donc il y a toute une image finalement d'une sorte de réalité primitive, d'une sorte d'état de nature qui, dans lequel le meurtre ne serait pas du tout condamné, puisque vous voyez bien qu'ici la morale n'existe pas encore, et où la pulsion de meurtre, où le meurtre est une pulsion avant tout, et où est avant tout une réalité physique, hein, biologique, avec cette impulsion du sang et des nerfs, c'est avant tout quelque chose d'incarné, et non pas juste une décision hein, de la pensée, ou un choix de la volonté. C'est ici, avec cette image, d'une sorte d'état initial dans lequel prime la nécessité de vivre, donc la loi du plus fort, et la joie d'être fort, et cette idée de la jouissance physique du rapport de force. Ceci étant assimilé à l'animal finalement. Est-ce que le règne animal ou est-ce que l'identité animale, on pourrait hein, réfléchir sur cette question, est-ce en effet ces deux paramètres? Est-ce la nécessité de vivre et la joie d'être fort? Est-ce qu'on peut réduire ou est-ce qu'on peut définir l'identité animale par ces deux paramètres? Par cette omniprésence des rapports de force, par cette jouissance des rapports de force et par ce caractère profondément physique, biologique, viscéral et véritablement vital de l'existence. Nous avons donc vu dans cette deuxième partie de notre grand 2 sur l'autre en soi que, évidemment, il ne suffisait pas dans le roman d'identifier l'animal à une sorte de pays lointain, extérieur à la civilisation, ou de quelques personnages un peu dangereux, asociaux, en marge du progrès. Ici, il y a véritablement l'idée et l'utilisation du motif de l'animal comme une identité autre, à l'intérieur même de l'être humain, comme une altérité au cœur même de l'individu. Si vous vous souvenez, je vous rappelle le projet de Zola dans un premier temps, hein, d'intituler son roman L'inconscient et non pas la bête humaine,
cette image que finalement cette découverte de cette obscurité intérieure, cette méconnaissance de soi finalement, qui peut se manifester à tout moment et faire que l'on se découvre autre, hein, que l'on se découvre loup-garou finalement, que l'on découvre une autre nature en soi, animale, qui nous domine, qui n'a pas de considération morale et qui est dans le règne de la force et ici et de la jouissance, est quelque chose d'extrêmement angoissant, notamment pour Jacques, qui a bien entendu des scrupules. Donc, on a pu voir ici que l'autre et l'animal se situaient également au cœur de l'individu. Pour conclure ainsi cette deuxième partie, on peut donc voir dans cette deuxième partie l'idée que l'animal se décrit finalement comme une menace. Une menace qui trouble l'évolution du progrès et peut ramener dans un état antérieur, une sorte d'état arriéré finalement de la civilisation et de l'évolution, ou alors dans un état antérieur de l'homme qui peut sembler extrêmement dangereux, malgré son caractère attirant de jouissance sans entrave et sans limite. Donc nous allons à présent voir ensuite une troisième partie sur les solutions ou les perspectives envisagées vu cette présence de l'autre en soi.